Good day, televiewers. Thanks for joining us on this midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Good day, Naziambo. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Maître Akere Mouna a répondu à l'avalanche de critiques sur l'opportunité de sa candidature à la présidentielle 2018 au Cameroun dans un moment où le pays traverse une crise socio-politique. Plus de précisions dans ce reportage d'Élisée Bourba et de Guizougo. Maître Akere Mouna a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de 2018 à Yaoundé au cours d'une conférence de presse. Au sujet de cette option, il se défend de tout opportunisme dont d'aucuns l'accusent. C'est parce que ça urge. Et parce que je pense que j'ai, au courant des 20 ans, eu la chance d'avoir un parcours qui me prépare presque. Je suis quasiment à cheval entre les deux cultures, les deux macro-cultures du Cameroun, et que je suis à même d'amener les Camerounais à comprendre que nous sommes ensemble et qu'on peut faire route ensemble. Au sujet du devenir du Cameroun, qui est sa préoccupation, il pose que son problème est systémique. On a un problème systémique. Et les premiers secteurs que je vais regarder, c'est la santé, la justice, l'éducation et les infrastructures. Et il faudrait que nous créions une économie qui répond mieux aux attentes du peuple. Au sujet de son père, Solomon Tandemouna, il a expliqué que ce dernier lui avait demandé en 1992, après la présidentielle, comment prenez-vous le pouvoir si vous gagnez l'élection. Devant cette tergiversation, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait conclu « On ne gagne pas l'élection en insultant le président, en boycottant les produits français ». Frundi n'est jamais allé à Etoudi, conclut Maître Akere Mouna. Pour le candidat à l'élection présidentielle de 2018, le pouvoir en place, en l'occurrence Paul Biya, n'est pas son ennemi. Et toujours en politique, l'opposition et la société civile se mobilisent pour le grand meeting et la marche de solidarité qu'organise le SDF dans la région du littoral en soutien aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le CPP de Kawala et le PADEC de Jean de Dieu Momo affirment qu'au-delà de l'initiative du SDF, l'opposition camerounaise doit saisir l'occasion pour célébrer sa victoire sur l'administration qui lui refuse le droit de manifester depuis quelques années. Claude Okwa, Sylvestre Zangaou. Pour le CPP d'Edith Kawala et les patriotes de Jean de Dieu Momo, le meeting et la marche qu'organise le SDF samedi à Douala doivent aller au-delà du succès de l'initiative entreprise par le Social Democratic Front. Pour ces acteurs politiques, l'opposition camerounaise doit se saisir de cette occasion pour célébrer ce qui apparaît comme une victoire sur l'administration qui, durant des années, lui a refusé ce droit. Pour une fois que nous avons un parti politique qui a réussi à avoir un récépissé pour sa déclaration, nous serons là, aux côtés de ce parti-là, pour exercer nos droits fondamentaux, nos droits de manifestation publique, nos droits de prise de parole publique. Nous, on fait une marche pour l'expression de la liberté, parce que c'est quand même la première fois que les opposants sont autorisés par un sous-préfet à manifester. Nous n'avons jamais manifesté parce qu'on nous empêche de le faire. Et donc, il faut célébrer cette ouverture politique-là à sa juste valeur. L'adhésion d'autres partis politiques à cette initiative est saluée par Jean-Michel Nitieux, le président régional du SDF dans le littoral. Spontanément, ces partis sont venus vers nous pour exprimer, n'est-ce pas, leur volonté de se joindre à nous pour organiser cette manifestation historique de soutien à nos frères anglophones. Et nous avons beaucoup apprécié ces démarches. Et je pense que les partis politiques de l'opposition ont vocation à se mettre ensemble et travailler ensemble. Faut-il voir au-delà de cette mobilisation l'éventualité d'une candidature unique de l'opposition à l'élection présidentielle de 2018? Pas pour le CPP, répond Kawala. Si nous faisons le processus de la transition politique, si nous faisons des réformes pour avoir des élections en bonne et due forme,
il n'y a absolument pas de nécessité d'une candidature unique. Dès que nous avons des élections à 2 tours, la nécessité d'une candidature unique disparaît. La candidature unique, c'est un palliatif que les gens veulent amener à un mauvais système électoral. Et nous disons non. Le SDF tient son meeting ce samedi 21 octobre 2017, dès 13h à Bépanda Omnisport, avant la marche qui va clôturer la journée. Et à 2 jours de cette marche, quel est l'état des préparatifs pour avoir donc les réponses à cette préoccupation? Écoutons cette réaction de Carlos Ngualem. Il est l'adjoint au maire de Douala 5e et membre du comité d'organisation. Il est au micro d'Equinox Télévision. Au niveau des commissions de travail sur le terrain, les réunions se tiennent tous les jours pour préparer ça. Et il y a des circonscriptions électorales du SDF qui travaille également sur la mobilisation. Au niveau de la logistique du meeting aussi, il faut savoir que tout est fait prêt. On a pris les dispositions pour que l'esplanade du stade Omnisport soit mis à disposition pour le meeting. On a essayé de faire le tour de l'itinéraire de la marche. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Dans le reste de l'actualité, après avoir assisté impuissante à leur éviction forcée, la démolition de la maison d'habitation à Douala, ces victimes ont tenu à faire entendre leur voix à Yaoundé. Elles ont parcouru près de 400 km pour ces victimes d'éviction forcée, donc pour exiger que Philémon règle cette question des indemnisations. Certains dossiers qui piétinent déjà depuis près de 30 ans. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Marcelin Gansop. Ils ont bravé les plus de 300 km qui séparent Douala de Yaoundé pour crier leur ras-le-bol. Et c'est à l'entrée principale des services du Premier ministre qu'ils ont choisi de le faire, pancarte à la main et arborant des t-shirts de couleur noire, symbole d'un deuil qui dure pour certains depuis plus de 30 ans. C'est que nous sommes dans la rue pour cause de démolition. Démolition forcée et souvent illégale. Parce que je prends le cas de Bépanda Boulevard, nous avons gagné un procès où la justice, le tribunal de Ndokoti demandait qu'on nous indemnise avant de nous casser. Malheureusement, ils ont cassé plus qu'il n'en fallait, ils ont supprimé les gens et ceux-là n'ont pas eu d'indemnisation. Et donc, nous avons donc des enfants dans la rue et nous ne savons plus ce qu'ils vont devenir. Pour l'Arcelou, c'est depuis 30 ans, et puis pour le boulevard, c'est depuis 4 ans. Ils sont une centaine à avoir investi les services du Premier ministre. Mais en réalité, ce sont des milliers de familles qui sont concernées par ces évictions forcées, qui n'ont pas été suivies d'indemnisation. Le Camerounais a droit à un logement. Et que l'État devrait s'efforcer de loger ses citoyens, mais pas de les déloger. Dans beaucoup de pays, l'État essaie de loger les gens. Mais chez nous, regardez mon âge, j'essaie de construire, j'ai 70 ans. Je construis, on détruit tout, on jette tous les enfants dans la rue, on ne veut pas savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont devenir. Pêle-mêle, la communauté urbaine de Douala, l'université de la même ville, Camraï et même des spéculateurs fonciers sont pointés comme ceux qui piétinent impunément les droits des personnes qui ont été déguerpies et qui aujourd'hui se retrouvent dans la rue. Las de pleurer, sans personne pour essuyer leurs larmes. Les déguerpis s'en remettent cette fois à la sagesse du Premier ministre, avec qui ils souhaitent avoir un dialogue franc et sincère. On tourne en rond, c'est le dilatoire, les rendez-vous sur rendez-vous, ainsi de suite. On va, parfois les dossiers disparaissent carrément dans les ministères. Tel dossier a disparu, il faut 2 ans pour refaire le dossier, après le dossier a encore disparu. Et on est toujours sans rien, je dis depuis 31 ans, nous avons perdu beaucoup de nos frères de stress. Pour le cas, rien que Bépanda Boulevard a perdu 3 personnes. À Dorbassi, par exemple, quelqu'un a assisté à la démolition de sa maison. Il est mort dans la nuit, on l'a retrouvé raide le lendemain. À l'image de ses compatriotes venus de Douala, les victimes des évictions forcées ne se comptent plus au Cameroun. Faute d'indemnisation, elles en sont à tirer le diable par la queue, pendant que les projets qui sont ainsi mal ficelés et qui en payent un lourd tribut tardent à être exécutés. Et après l'ouverture d'une partie du deuxième pont sur le Jouri, les torchons ont certes diminué lors de la traversée. Aux heures de pointe, les embouteillages reprennent de plus belle sur les différentes voies d'accès des nouvelles et anciennes routes de Bonabéry. Le reportage de Claude Eukoa et Étienne Pascal Azégué.
C'est presque un ouf de soulagement pour les usagers qui se rendent d'une rive du fleuve Wouri à l'autre. Depuis qu'une partie du nouveau pont du Wouri a été ouverte à circulation. Il est désormais très loin, cette époque où il fallait compter entre 1h et 1h30 minutes pour rallier le rond-point d'Edo à la mairie de Bonasama et vice-versa. Depuis qu'on a ouvert le nouveau pont, vraiment, la situation a décanté, surtout pour nous qui sortons tous les jours. On réussit quand même à passer avec moins de temps. Alors on faisait des heures. Depuis qu'on a ouvert ce pont, nous sommes libérés parce que l'embouteillage qui avait diminué au moins de 65%. Circuler sur le nouveau pont sur le Wouri est un véritable régal, aussi bien pour les conducteurs à engins à 2 roues que pour les véhicules. Pour le nouveau pont, ça a été bien fait. C'est impeccable. Les clients sont contents, très contents, parce que le nombre de temps qu'on croisait pour faire le pont à l'autre bout a bien diminué. En quelques 5 minutes, on est au bout du pont. Notons néanmoins qu'il existe encore quelques goulots d'étranglement sur cette route, encore en chantier. Il s'agit notamment au carrefour Bonasama, où il faut plus de temps que prévu aux véhicules, afin que ceux-ci puissent rallier leurs différentes destinations. La situation est fluide, mais c'est à la sortie de Bonabéry, au niveau de la mairie, il y a un peu l'embouteillage, parce que quand le gros camion prend l'ancienne route, ils arrivent au rond-point, ils vont retrouver la grande route. Comme l'endroit n'est pas encore bien rangé, c'est là où ça amortit la situation. Cet endroit n'est pas d'ailleurs le seul où les bouchons font encore de la résistance entre le rond-point d'Edo et le carrefour Bonasama. Aux heures de pointe, comme disons le soir, c'est encore bouché au niveau de Dangote là. Tous ces usagers doivent encore s'armer d'une bonne dose de patience avant de voir les travaux entièrement livrés, aussi bien sur le pont que sur la pénétrante ouest de la ville de Douala. En page magazine de ce journal, votre téléphone est accessible sans mot de passe nécessaire. Eh bien, le recours à ces codes confidentiels est devenu un véritable phénomène de mode, notamment avec les terminaux Android. Mais il faut dire que cette habitude a des avantages, mais également ses revers, reconnaissent des usagers rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. Innocent Abega et Flavien Valo-Dongo. Donc, je vous le disais il y a un instant, donc le recours à des codes confidentiels est devenu donc un véritable phénomène de mode avec notamment les terminaux Android. Mais il faut dire que cette habitude a des avantages, mais également des revers que reconnaissent d'ailleurs des usagers rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. Innocent Abega et Flavien Valo-Dongo. L'arrivée des téléphones portables Android au Cameroun a suscité un nouveau mode de vie chez des utilisateurs. Pas de téléphone portable sans mot de passe. Oui, mais les téléphones se sont codés. J'ai un téléphone qui est codé. Si je l'égarais ou bien si on me le piquait, on devait être obligé de le formater avant de l'utiliser. Là, ça sauvegarderait mes données. C'est la seule raison pour laquelle je code le téléphone. Pour des accros à ce phénomène, la méthode permet de sécuriser les informations confidentielles. Comme les téléphones se perdent et puis comme il y a des bandits dehors, ils peuvent facilement utiliser vos données pour faire du n'importe quoi. Voilà une des raisons pour lesquelles le téléphone doit être toujours codé. Je peux être en train de marcher là sur l'autre trottoir ou bien peut-être dans une rue et puis peut-être un malfrat me foutit le téléphone. Avec mon code, là il pourra beaucoup avoir des difficultés avant d'avoir affaire à mon téléphone. À y voir de près, même les partenaires ne connaissent pas les mots de passe. Là vraiment, c'est dommage. Même ma femme n'a pas accès à mon téléphone. Parce que je trouve qu'il y a des choses intimes et personnelles que je partage. Un avis partagé par d'autres utilisateurs des téléphones portables Android. Généralement, même si le message est suspect, je l'efface. Pour éviter les problèmes dans mon foyer, moi j'efface. Je veux juste éviter d'avoir ce genre d'image dans le téléphone. À chaque fois quand je reçois, je lis, j'efface. Dans les raisons évoquées par des adeptes des téléphones dotés d'un code, il y a le trafic d'images et des informations. Par contre,
il y a ce qui révèle que mettre le code dans son téléphone portable Android est un risque. Premièrement, d'abord, ton téléphone que tu vois d'abord, c'est d'abord un matériel qui peut t'aider en cas d'un incident. Alors quand vous codez votre téléphone, c'est-à-dire que vous tombez là, vous pouvez mourir. Il n'y aura personne qui pourra vous aider parce qu'il faut prendre votre téléphone, ça permet d'appeler ta famille. Déjà, quand c'est codé, on ne peut absolument rien. Bien plus, la confiance entre partenaires reste la solution à toutes sortes de suspicions. Moi, mon téléphone n'est pas verrouillé. Puis si je n'ai rien à cacher, je me dis, bon, je peux le verrouiller, là, quelque chose m'arrive et on prend mon téléphone, n'arrive pas à avoir accès. Puisqu'il y a la confiance, on se fait confiance. Donc, mon mari, il peut décrocher, mais je ne l'interdis pas. Parce que quand ça sonne, il m'appelle, il dit, bon, ton téléphone sonne. Si je demande de décrocher, il décroche. Moi, particulièrement, mon téléphone, il n'est pas codé. Parce que je n'ai pas peur. Si je veux faire quelque chose, je n'ai pas besoin de cacher. Je le fais ouvertement. Des observateurs s'accordent à dire qu'il est donc possible de vivre avec un téléphone sans code pour moins de risques. L'actualité hors de nos frontières à présent au Kenya, c'est l'incertitude qui règne dans le pays à quelques heures du scrutin bis prévu le 26 octobre. Et Raila Odinga, qui appelle d'ailleurs au boycott de ce scrutin, est l'une des plus hautes responsables de la commission électorale. Roselyne Akombe a démissionné et quelques heures plus tard, c'est son président qui a reconnu donc des divisions et estime que dans ces conditions actuelles, il serait difficile d'organiser un scrutin juste et transparent. Plus de précisions dans ce reportage de Hervé Kemnier. C'est un sacré coup pour la commission électorale indépendante kenyane, en abrégé IEBC, à jour J-8 du scrutin. Roselyne Akombe, l'un des membres, a annoncé sa démission, accusant ses collègues de partialité politique et affirmant que l'IEBC, la commission électorale indépendante, ne pouvait garantir une élection présidentielle crédible. Dans sa sortie, Roselyne Akombe a déclaré, je cite, « Je ne veux pas faire partie d'une telle parodie. » Fin de citation. Cette démission alimente la crise politique, née de l'invalidation par la Cour suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta le 8 août en raison d'irrégularités. Dans cette décision historique, la Cour suprême avait tenté l'IEBC, la commission électorale indépendante, d'avoir proclamé la victoire de Uhuru Kenyatta sur la foi des procès-verbaux à l'authenticité douteuse, émanant de plusieurs circonscriptions du pays et de surcroît sans avoir vérifié l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote. Une nouvelle élection a été fixée au 26 octobre 2017. Mais le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annoncé son retrait de la course, estimant que l'IEBC n'avait pas conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you once more, Nadzi Yambu. Thank you, televiewers, for staying with us on this second segment of the Balingo Newscast. On Equinos Television, we'll begin right away with politics. Akere Muna says, togetherness is the way as far as a new republic is concerned. During the 2018 presidential election, he was speaking to the press in Yaoundé Wednesday. Olana Kong attended the press conference and compiled the full report. The only way to go is to go together is a strong message from Akere Muna to all Cameroonians in view of the 2018 presidential election. The only way to go is to go together. From my own calculations, if you look at the demographics, the guy who runs strong in the northwest, in the littoral, in the southwest, and a bit in the center, can win the elections. The rest is up to human behavior and fraud in elections. If one can get hope in the hearts of Cameroonians, then we can win this thing. The opposition in Cameroon is divided against itself in the face of the 30-year-old regime in Yaoundé. Akere Muna was speaking to reporters in Yaoundé Wednesday while presenting its people-driven program for a new republic if he wins the 2018 presidential election. I'm counting on talking to people, raising hope, making to understand that my program will be people-driven. And that is the way I'm going to go. And then the rest, you know, we'll see what happens. But it's very important for the other political leaders to understand that the only way to go is together. Reporters sought to know whether Akere Muna has the financial wherewithal to finance his presidential ambition. I will ask Cameroonians, if you really believe we can do this together, send me 200 francs, nothing more, by Orange Money or MTN or whatever. And we will see ourselves. I'm functioning on goodwill of friends, you know, the group of friends who
pay for my trips. They pay to organize me with staff, and they do that on our friendship. I'm not backed by the government treasury, so I don't have that luxury. One needs to pay at least the sum of 30 million francs CFA to be candidate in the presidential election in Cameroon. Why is Akere Muna declaring his presidential ambitions at the peak of the Anglophone crisis in the country, when lives have been lost and people injured, abducted and forced on exile? There's an election in less than a year. If we want to spend time being distracted by other issues, then we'll pay the hard work we've done many times before. So I think that, Cameroonians so far, many are understanding me and many are supporting me. And that's all I need to be able to move. Akere opts for a home-to-home campaign strategy. I'm not doing rallies. I am doing house meetings. A lot of people have invited me. I'll go to people's houses. 20, 30 people will sit down in villages and talk to them. And if you want to know, I'm starting with the south, and then I'm going to do the Septentrion. But I'll go to houses where people have invited me to come and talk. Akere has been chairman, Transparency International, former president, Cameroon Bar Council, chairperson, eminent persons panel of the African Review Mechanism. Rich experience, he thinks, makes him sound for the presidential job. The massive arrest of persons in the two Anglophone regions of the country have been criticized by the people of Tombe in the Kupe-Mwaningoba division, southwest region of the country. They are equally calling for decentralization as the only solution to the ongoing crisis. They were speaking during the meeting with the delegation of elites led by Paul Elongche and Philip Ngolengwe. Details in the following report. The population of Tombe in Kupe-Mwaningoba division, southwest region, has contested the legitimacy of elites sent to the area to preach peace and the spirit of togetherness. They expressed their dissatisfaction by massively boycotting a meeting led by elites of the subdivision. During the meeting, held with a group of locals, the elites said, if the constitution of Cameroon is strictly applied, Cameroon will know peace. Problem of the crisis in Cameroon is sincere dialogue. Being sincere dialogue is that they should put all the stakeholders on the table. People should talk sincerely. Our constitution itself testifies that the 10 regions of autonomous states, if this section of constitution is applied, I think we will live in harmony and happiness as a nation, united, and we will be stronger. The talk Tuesday seems to have fallen on deaf ears, as locals insist that for dialogue to take place, things have to return to normalcy. Since 2013 that I've been retired, I've not gotten my retirement benefits because the government is asking me one document after another, one document after another, one document. But if this decentralization was effective, I nearly lost my life traveling to Yaoundé because I had to go and give one paper that the Jew here signed for me. They regret the unfortunate incident of October 1st and told the Yaoundé-led delegation that all those arrested be released, stop massive arrests and demilitarize the town. If we want to dialogue the population, we want peace, we should stop from arresting people, please. We cannot be fighting to dialogue with people at the same time arresting them, which is not good, because if we want to continue to dialogue with people will be shouting. It should be noted that bad road is a major problem facing the people of Kupe-Mwaningoba division, making the predominantly farming population unable to ferry their farm produce to the market. These problems were submitted to the Yaoundé delegation, who will forward them to the higher authorities. The Prime Minister's office in Yaoundé was crowded by hundreds of angry protestants from Douala, persons who suffered forceful eviction without compensation from the government. Roland Akon witnessed the protest and compiled the following report. Telling us their story, why they came all the way from Douala to protest in front of the PM's office in Yaoundé Wednesday. The angry protesters say the state of Cameroon has not compensated them after forceful eviction from their land and other properties to carry out giant state projects. Decided to come because we were evicted. Our houses and our homes were destroyed without any compensation and without our prior knowledge, because when the engines came, it was 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning, I took everyone by surprise.
So people who are, let's say, working like doctors or nurses who went to work, just came and saw, could not even recognize where their home say boom, 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 boom. 3 days he died because of the stress he had, and I mean, it was too much to bear. The group has vowed to maintain its strike action until government replies to their grievances. We are in our own country. We have a right also to a home where we can stay with our own children. We have a right also to a place where we can stay. But we have suffered all the long working to build these homes that were destroyed within a minute. So we have come here to see the Prime Minister, who's head of the government, to see into our problem, allocate for us a plot or reimburse us for the homes that we have lost. If not, we are all completely, we don't know where to go. Commentators say forceful eviction without compensation or payment of indemnities is an abuse of the right to property and decent lodging. Some West African traditional rulers have recently visited some Fako chiefs to sympathize and encourage them as they go at the battle with the Anglophone crisis, and also brought to them a message of peace to their Northwest and Southwest peers. Details with Derek Jato. Some West African traditional rulers recently paid a visit to Tiko subdivision in Fako division of the Southwest region. Chief Ndike Richard of Mondoni Chiefdom, hosting his West African peers in his palace, said the visit was to sympathize with the Anglophone population on the crisis rocking the two regions. We are here today to receive our peers from Libreville, Gabon, Congo, Benin, Kenya, and other countries of West Africa who have come here to discover our own cultural heritage. Secondly, we talk about dialogue, which have emphasized on dialogue concern with the most recent situation we have at hand here. And these West African traditional rulers came with the message of peace and dialogue. On appelle Sa Majesté d'autorité, pouvoir d'Afrique du Bénin, parce qu'on a appelé nos ancêtres que le calme arrive, et ça va être métier. Donc l'essentiel c'est de mettre le calme dans la société, que règne la paix dans toute l'Afrique. Adding that the Anglophone crisis is an African crisis, thus all should come on board for a solution. Une chose pour être réalisée, pour être unanime, battons-nous pour notre Afrique. Pas divisé, mais unis. Chief Ndike Richard, on his part, called on his Mondoni people in particular, and the Southwest and Northwest population in general, to be patient. Our brothers should be patient, because the government acknowledges the fact that there's a problem, and within a gradual process the problem will be solved. Them cannot be solved in a day. And that brings us to the end on this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good day once more, Nadine Yambou. Good day, Catherine Koni. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.